Bonjour ou bonsoir à toutes et tous. Vous le savez, il y a une guerre entre Israël et l'Iran et je ne vais pas faire de longues analyses pour plusieurs raisons. D'abord, je suis assez satisfait de pas mal d'analyses qu'on trouve en ligne, donc je n'ai pas besoin d'en rajouter. Et ensuite, parce que je me rends compte que le conflit est très complexe, mais beaucoup de gens ne comprennent pas grand-chose à ce qui se passe dans le grand public. Et donc je me propose ici de faire un très court résumé qui permettra aux gens de mettre leurs connaissances à niveau sur vraiment les bases, et s'ils veulent creuser, eh bien ils peuvent le faire via différents canaux que je vous propose de regarder. Donc, si vous n'avez pas une vision très claire de ce conflit, cette vidéo est parfaite pour vous. Elle ne sera pas trop longue, elle ne va pas vous saouler, et les choses seront très très claires. Le plus important, pour commencer, c'est de rappeler que la guerre entre Israël et l'Iran n'a pas commencé le 13 juin 2025. Pas plus que la guerre entre l'Occident et son proxy ukrainien et la Russie n'a commencé le 24 février 2022. Si vous voulez, je pourrais faire une comparaison qui va vous éclairer si ce que je dis là n'est pas justement très clair pour vous. Tout le monde connaît la Deuxième Guerre mondiale, et on parle toujours de l'Allemagne qui a agressé les autres pays d'Europe, l'Union soviétique, etc. Lorsque les Américains sont arrivés, il y a eu le fameux débarquement de Normandie en juin 1944, le 6 juin 1944, et puis l'armée américaine est arrivée en Allemagne, elle a franchi la frontière depuis le Luxembourg le 11 septembre 1944. Si vous dites que la guerre ukrainienne a commencé le 24 février 2022, c'est comme si vous disiez que la Seconde Guerre mondiale a commencé le 11 septembre 1944. Et qu'est-ce que ça change? Évidemment, ça change tout. Ça change tout parce que ça veut dire que vous ne comprenez pas ce qui se passe. Mais aussi, ça peut faire une énorme erreur par rapport à qui est responsable de la guerre. Vous le savez, je n'adore pas la politique étrangère américaine, et c'est un euphémisme, mais on ne peut quand même pas dire que c'est les États-Unis qui ont agressé l'Allemagne en 1944. Pourtant, les États-Unis ont franchi la frontière allemande en 1944. Pareil en Ukraine. En février 2022, l'armée russe a franchi les frontières ukrainiennes. C'est vrai. Mais pour comprendre pourquoi elle l'a fait, dans quel contexte, il faut comprendre la guerre depuis au moins 2014. J'ai fait une vidéo que je vous recommande qui détaille tout depuis la naissance de l'Ukraine. Alors pourquoi je vous dis ça? Eh bien parce qu'en Iran, c'est un peu la même chose. Les gens maintenant, j'entends qu'est-ce qui se passe, il y a une guerre, qui agresse qui, pourquoi? Et alors, sur les réseaux sociaux, on n'a que deux types de réponses, c'est très manichéen. Il y a les méchants Iraniens qui veulent absolument éradiquer Israël, et donc Israël tente de les empêcher d'avoir la bombe atomique, Israël défend la civilisation occidentale, la démocratie, le bien contre le diable iranien. On entend un point de vue comme cela, qui est assez bien relayé dans les médias, et on entend évidemment le narratif inverse. Israël entend porte-avions, certains utilisent cette expression, américain au Proche-Orient, et il agresse tous ses voisins sans raison, parce qu'il veut créer un grand Israël, il veut éradiquer les Palestiniens, les Arabes, les musulmans, etc., etc. Eh bien, évidemment, les deux narratifs sont exagérés, et tout ça, on ne peut pas le comprendre si on croit que la guerre a commencé le 13 juin 2025, à savoir 3 jours avant que je tourne cette vidéo. Encore une fois, si vous voulez vous informer, regardez ma vidéo précédente. Il y avait une situation très semblable à la situation actuelle, il y a déjà un moment, je vous laisse regarder, ça n'a pas débordé, ça s'est calmé. Évidemment, ce qu'on espère, c'est que ça se calme encore. Toutefois, il y a deux problèmes. C'est que ça peut se calmer parce que les gens disent, bon, on va quand même pas aller trop loin, on a peur d'une guerre nucléaire, on a peur des réactions des uns des autres, etc. On n'a pas les moyens militaires, on n'a pas les moyens économiques, on va essayer de calmer le jeu. Mais ça ne veut pas dire que le problème est réglé. Ou alors, il y a véritablement des négociations et une évolution dans la situation. Je pense qu'il y a très peu de chances que nous arrivions à une véritable paix rapidement. Des deux côtés, il y a des raisons, souvent très mauvaises d'ailleurs, politiques, de ne pas faire la paix. Parfois plus d'un côté, parfois plus de l'autre. Est-ce qu'on va aller vers un apaisement ou est-ce qu'on va vers une escalade? Je ne le sais absolument pas, je ne prédis pas l'avenir, je vous rappelle que je ne suis pas prophète, je fais des analyses, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des risques d'une escalade. Je pense même, sincèrement,
que depuis que je m'intéresse à la géopolitique, et même depuis que je suis né probablement, cette situation actuelle est peut-être la plus dangereuse que nous avons vécue. Pourquoi ça? Eh bien parce que des deux côtés, il y a des gens qui, par extrémisme, par idéologie, ou parce que leur situation politique est un peu désespérée, eh bien ils sont prêts à aller à l'escalade, des deux côtés. Et une escalade, ça veut dire quoi? Eh bien, il y a toutes sortes d'informations sur la vie de Trump. Certains disent qu'il ne voulait absolument pas l'escalade, Netanyahou lui a mis un couteau dans le dos, d'autres qui disent c'est lui qui pousse Netanyahou à faire ça en sous-main. Bon, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais il semblerait que les États-Unis n'aient ni l'envie, ni les moyens, là tout de suite, de faire une grande guerre contre l'Iran. Mais, si jamais ça se dégrade, c'est-à-dire si l'escalade continue et que les dégâts sont trop importants en Israël, quelle que soit l'opinion de Trump, parce qu'il n'a pas tous les pouvoirs, il faut se rappeler de ça, il va être obligé de défendre Israël. De la même manière, si Israël va trop loin en Iran, trop loin dans le sens trop de destruction, empêchant l'Iran à avoir ses activités économiques, notamment l'extraction du pétrole et la vente du pétrole, le raffinage, etc., il y a d'autres pays qui seront obligés d'agir. Pourquoi? Tout d'abord, il faut savoir que l'Iran a fourni des armes à la Russie. C'est même, à mon avis, le plus important fournisseur d'armes à la Russie. En tout cas, ça l'a été au début. Maintenant, il y a des armes iraniennes qui sont fabriquées en Russie, sous licence. Elles ont été améliorées. Donc, la Russie doit quelque chose à l'Iran. Et ce n'est pas seulement moralement, c'est aussi, il y a un accord de coopération militaire entre les deux. Est-ce que la Russie a envie de s'engager contre Israël? Certainement pas. Mais il y a des limites, c'est comme les États-Unis. On ne peut pas laisser détruire l'Iran sous nos yeux sans rien faire. D'autant plus que si l'Iran a fourni des armes à la Russie, ce qui a permis à la Russie économiquement de s'en sortir, c'est probablement en premier la Chine, qui est un grand allié de la Russie pour le moment. Je dis pour le moment parce que ça peut changer. Or, il faut savoir que l'Iran est un fournisseur majeur, essentiel de pétrole à la Chine. L'économie chinoise ne survivrait pas en arrêt total des livraisons de pétrole iranien. Mais si Israël détruit tout, il y aura un arrêt des livraisons. Donc la Chine ne peut pas laisser faire. Je vois mal la Chine intervenir militairement directement. On sait que la Chine, avant d'intervenir militairement, il faut vraiment la pousser très très loin. Ce n'est pas un pays guerrier, contrairement à ce qu'on croit, souvent en Occident. Il y a beaucoup de défauts qu'on peut citer par rapport au régime chinois, mais il ne commence pas de guerre depuis l'invasion du Tibet, qui est évidemment un problème. Je ne vais pas rentrer ici dans les détails, mais depuis, on ne voit pas vu la Chine attaquer, alors que la liste des invasions, des attaques américaines est immense. Ce sont quand même les deux principales puissances économiques dans le monde, donc ils ont vraiment des attitudes différentes. Mais donc il se pourrait très bien que, même si la Russie disait, bon, l'Iran, c'est vrai que c'est un allié, mais bon, on ne veut pas se mettre à dos, Israël, les États-Unis, c'est déjà difficile comme ça, mais par rapport à la Chine, ça va être difficile si la Chine leur dit, écoutez, on vous soutient financièrement, on continue à vous acheter plein de pétrole, on va continuer à le faire, mais s'il vous plaît, on a besoin de vous pour soutenir l'Iran. Ça va être difficile pour Poutine de dire non. Et donc évidemment, s'il y a un engagement des États-Unis à côté d'Israël, ce qui est déjà plus ou moins le cas parce qu'ils fournissent les armes, et de la Russie et de la Chine derrière l'Iran, encore une fois c'est un peu le cas puisque beaucoup d'armes iraniennes sont russes, mais il y a beaucoup d'armes fabriquées en Iran aussi. Ben oui, ça peut monter très très loin. Alors je ne crois pas que ça va arriver, je ne dis pas que c'est probable, mais c'est loin d'être impossible. Alors, pour comprendre ce qui se passe, je vais vous mettre des extraits de 2 émissions où il y a 3 personnes qui parlent. Vous pouvez aller voir les émissions au complet qui sont disponibles sur Internet, mais ici, je vous la fais plus courte, et comme ça vous permet d'avoir le résumé que je vous ai promis. Dans la nuit du jeudi 12 au vendredi 13 juin, Israël a lancé une opération militaire baptisée Rising Lion et mené une série de frappes sur l'Iran en accusant Téhéran d'être proche d'un point de non-retour dans le développement de son programme nucléaire militaire. Vous l'aurez compris, le développement de ce programme nucléaire militaire est au cœur du sujet. Dans ces frappes israéliennes qui visaient la capitale iranienne ainsi que des sites stratégiques du programme nucléaire, Israël a tué plusieurs hauts gradés du programme nucléaire iranien. L'Iran a riposté, d'abord par une salve de missiles, puis ils se sont retirés des négociations avec les États-Unis sur le nucléaire. Et depuis, les deux pays, Israël et Iran, se répondent mutuellement par des salves de missiles qui ont fait, selon les derniers bilans, 128 morts côté iranien et une dizaine de morts côté israélien. Du côté des États-Unis, alors attitude difficile à suivre. D'abord, dans les premières heures, on a entendu le secrétaire d'État Marco Rubio
qui a publié un communiqué somme toute assez clair. Ce soir, Israël a entrepris une action unilatérale contre l'Iran. Nous ne participons pas aux frappes contre l'Iran et notre priorité absolue est la protection des forces américaines dans la région. Bon. Sauf que quelques heures plus tard, Donald Trump, au micro de Fox News, déclarait que les États-Unis étaient prêts à se défendre et à défendre Israël si l'Iran ripostait. Il a aussi publié sur son réseau Trust Social un communiqué très belliciste. Je le cite. « Si nous sommes attaqués de quelque matière que ce soit par l'Iran, toute la force et la puissance des forces armées américaines s'abattront sur vous à des niveaux jamais vus auparavant. » C'est toujours le bon vieux régime change en Iran. Ce qui est visé, c'est la déstabilisation supposément définitive par cette opération militaire du régime des mollahs, qui a bien des difficultés, comme on le sait, afin qu'il bascule vers autre chose, c'est-à-dire un régime qui soit plus proche, voire inféodé aux États-Unis, comme était le régime du Shah avant celui de la République islamique d'Iran. Et donc de mettre un coup très sévère aux BRICS, puisque l'Iran est membre des BRICS et un allié maintenant stratégique, y compris militaire, de la Russie. Donc c'est ça, l'objectif de cette guerre. Malheureusement, comme tout objectif, en particulier mal construit, ça risque de finir en un chaos généralisé, parce que les choses ne se passent jamais comme on l'espère. Donc on voit ici et là des gens partager des images, parfois d'IA, de gens qui, en Iran, seraient ravis de ces événements, des incendies, du portrait de Ali Khamenei. Mais en fait, en réalité, comme c'est très souvent le cas, cette offensive d'un pays extérieur, Israël contre l'Iran, eh bien, provoque un soutien des Iraniens au régime, c'est-à-dire au pays d'abord, à l'Iran, un soutien patriotique. Voilà. Donc on verra comment les choses vont suivre. Et il semble que Israël soit déjà partiellement en difficulté, puisque les tirs iraniens ne cessent pas sur Israël, et que les capacités de défense d'Israël tant vantées, du dôme de fer, comme on l'a déjà vu plusieurs fois, oui, ne sont pas éternelles. Les munitions qui permettent au dôme de fer de fonctionner ne sont pas éternelles, et visiblement, comme c'était déjà prévu, n'arrêtent pas du tout les missiles hypersoniques qui, eux, ont l'air de traverser. Or, ces missiles, les Iraniens en ont beaucoup, et ils peuvent être alimentés en missiles par les Russes. Et enfin, l'autre enseignement, c'est qu'on est dans une situation qui est bien pire que les conséquences de cette offensive israélienne sont bien pires que celles de la guerre en Ukraine, puisqu'on pourrait se retrouver dans une situation de type guerre 14-18. C'est un enchaînement d'alliances qui pourrait entraîner un conflit généralisé. Donc la Russie et l'Iran ont maintenant une alliance militaire officielle où il est écrit clairement que la Russie doit venir en aide à l'Iran et réciproquement si jamais l'un des deux pays était attaqué. On sait que l'Iran, la Chine et la Russie sont membres de l'Organisation de coopération de Shanghai, font des manœuvres militaires communes. Et ce matin, on a appris que le Pakistan s'est mis dans une ambiguïté stratégique, le terme qu'aime bien Macron, sauf que là, ils l'ont réussi. Ils ont dit qu'ils frapperaient éventuellement Israël avec une arme nucléaire si Israël frappait avec une arme nucléaire Téhéran ou l'Iran. Alors après, ça a été démenti par le ministre de la Défense pakistanais, mais bon, ça flotte et ça a été lancé exprès comme un ballon sonde pour envenimer les choses. Et de l'autre côté, bien, vous avez les États-Unis qui sont alliés à Israël. L'objectif de Netanyahou est d'entraîner les États-Unis derrière lui. Si le régime iranien tient militairement, la population va continuer à se solidariser avec lui. Oui, donc d'accord, mais c'est vrai que nous, comme vous le disiez, il n'y a pas de jugement de morale ni de valeur. On pourrait se dire que le régime des mollahs n'est pas forcément le meilleur régime pour cette population iranienne. Non, mais vous savez, il y a une vieille règle de la politique internationale que le général de Gaulle, par exemple, appliquait. C'est que quand on dit la politique internationale, on la fonde sur la souveraineté des États.
Et donc, on ne se mêle pas de la nature des régimes. Oui. Et donc, regardez, effectivement, il peut y avoir une démocratie comme une grande démocratie comme les États-Unis qui à un moment mène une guerre illégitime comme en Irak en 2003. À l'époque, Jacques Chirac n'avait pas hésité à critiquer les États-Unis alors que c'était une démocratie. Bon, et à l'inverse, nous avons des relations avec la Chine populaire, régime communiste, mais la plupart des États du monde pensent que cette Chine, qu'elle soit communiste ou pas, elle contribue à l'équilibre des puissances et qu'il est important de commercer avec elle. Donc, il faut cesser cette hypocrisie où quand ça nous arrange et quand il s'agit d'un État dont on pense qu'on peut le déstabiliser, on invoque la nature de son régime, alors que pour d'autres gros États, on va les laisser tranquilles. Rien ne justifie que l'Iran n'ait pas d'armes nucléaires. Il n'y a pas de raison. Oui, ça c'est vrai que, enfin, moi-même, je sais pas. Qui fasse que les États-Unis aient droit, ou les Chinois, Israël, ou le Pakistan, que les États-Unis ont eu soi-disant en contrôle également et qui a largement dérapé, et puis qui s'est doté de l'arme nucléaire. Pourquoi les Iraniens n'auraient pas le droit? Il n'y a aucune réponse à cette question, mais voilà, c'est juste un petit aparté. Donc, mais c'est vrai que pardon, parce que c'est quand même important ça aussi de dire qui décide de qui a le droit ou pas à cette arme nucléaire. Vous avez des durs Vous avez appelons comme ça, des durs du régime iranien qui eux souhaitent avoir l'arme nucléaire, car eh bien, elle vous protège définitivement des ingérences et vous positionne au moins comme puissance majeure régionale, mais aussi comme acteur international plus respecté. C'est vrai, les Iraniens sont au bord d'avoir l'arme nucléaire. Cette politique stupide, néoconservatrice, de régime change, de sanctions infinies contre l'Iran qui n'ont jamais fonctionné, et maintenant de guerre directe avec l'Iran, conduisent à quoi? Eh bien, à ce que les durs prennent encore plus le pas. Et là, ce qu'il se dit en Iran, c'est fini. On va faire cette arme nucléaire, on va faire un prototype, on va le tester dans le désert et on dira stop. Et donc là, maintenant, oui, l'Iran va se doter, à moins de réussir à raser les installations, toutes les installations iraniennes et décapiter totalement le pouvoir iranien, ce qui semble absolument improbable. Je vous rappelle que les États-Unis ont passé 20 ans en Afghanistan pour renverser le régime des talibans. Vous savez quel résultat magnifique cela a donné, puisque les talibans sont au pouvoir. Et on parle d'une puissance qui est nettement supérieure à celle des talibans, de leur Kalachnikov et de leurs chèvres. Donc, on a un risque, oui, que l'Iran, maintenant, soit doté d'une arme nucléaire. Et, à mon avis, c'est ce qui risque de se passer. Mais vous considérez que c'est finalement ces bombardements israéliens et cette dernière offensive qui sera l'élément provocateur de la mise en place de cette bombe nucléaire? C'est ce que vous nous dites. Si on se place en réaliste en géopolitique et qu'on sort de ce manichéisme qui est terrible et qu'on voit dans nos médias, les Israéliens c'est super, ou les Israéliens c'est horrible, ou l'Iran c'est les méchants, ou l'Iran c'est les gentils, ça fonctionne pas comme ça. Mettez-vous à la place des dirigeants à Téhéran. Vous avez eu des négociations pendant 15 ans qui ont abouti aux accords de Vienne, rompus par les Américains. Là, vous avez des discussions à Doha, entre autres avec des Américains. Et le président lui-même, parce qu'il est un continent verbal, il peut pas s'empêcher. Il écrit dans son réseau à lui-même, Truth Social, comme on l'avait dit. Il montre qu'il lui est responsable, qu'en fait que toute cette opération de négociation était un leurre pour préparer, pour affaiblir le régime et lancer une offensive. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse en face? Les durs du régime vont, et puis c'est ce qui se passe là concrètement, vont faire en sorte de développer l'arme nucléaire et de montrer qu'ils la possèdent. Et Dorisson, est-ce que vous êtes d'accord également avec cette chronologie des faits et cette montée en puissance? Oui, bien sûr. Si je peux ajouter quelques remarques. La première, c'est qu'effectivement, jusqu'à maintenant, l'Iran a respecté les prescriptions religieuses et n'a pas franchi le seuil. En tout cas, d'après tout ce que nous savons, je rappelle quand même que ça fait 30 ans que tous les ans,
Israël publie des communiqués pour dire ça y est, l'Iran est au bord d'avoir la bombe nucléaire. Ça fait 30 ans que ça dure. Donc depuis le temps, ils n'ont pas franchi le pas. Israël, il faut pas oublier qu'Israël possède l'arme atomique. Et d'ailleurs, c'est un point que je voulais ajouter. Israël n'est pas signataire du traité de non-prolifération, mais surtout, Israël possède la bombe atomique et n'a jamais voulu le reconnaître. Oui. Et je pense qu'un des moyens de sortir de la crise, c'est de mettre sur la table la question de l'armement nucléaire israélien. Parce que les Iraniens ont eu beau jeu de dire depuis toujours, il y a une asymétrie. Les Occidentaux ont 2 poids 2 mesures. Nous n'avons pas le droit, mais les Israéliens y ont droit. Comment on va sortir de ça? Est-ce qu'on va vers une escalade des 2 belligérants et puis finalement les puissances nucléaires s'en mêlent? Les États-Unis entrent en guerre aux côtés d'Israël. Du coup, la Russie et la Chine se solidarisent avec l'Iran. Ou bien est-ce qu'on peut penser comme ça s'est passé ce samedi lorsque Donald Trump et Vladimir Poutine se sont parlé au téléphone, non pas d'Ukraine, mais de la guerre Israël-Iran, que on a une sortie par le haut, les grandes puissances nucléaires arrivant à stabiliser la situation. C'est là d'ailleurs que la France est cruellement absente de ce débat, puisque avec notre statut de puissance nucléaire, nous aurions une légitimité pour aider à pacifier la situation. Moi, personnellement, je ne crois pas que ça va déboucher sur un conflit nucléaire. Le programme nucléaire iranien, l'objectif des Iraniens, de ceux qui considèrent que l'Iran doit avoir la bombe, c'est-à-dire que c'est pas tous les Iraniens. D'abord, il y a eu plusieurs sons de cloche au sein même de l'administration. Là, il semblerait que c'est les durs qui ont pris le dessus. Donc, l'Iran a développé à peu près, on va dire 300-400 kilos d'uranium enrichi à 60%. Pour fabriquer des bombes, il le faut à 80%. Donc l'Iran n'en est pas loin. Si tant est qu'elle avait déjà accompli ce pas, eh bien elle serait capable sans doute de faire 2 ou 3 bombes. Bon, potentiellement, mais l'Iran, si elle sent que la situation est désespérée, va tout faire pour essayer d'obtenir cette bombe, pour se sanctuariser, pour se protéger définitivement, avec à ce moment-là une dissuasion qui s'impose, parce qu'on le voit très bien, l'Iran a des missiles qui sont tout à fait capables de porter l'arme atomique, qu'elle peut balancer sur Israël. Donc on est vraiment sur une menace extrêmement sérieuse si l'Iran obtient la bombe atomique. Pour le moment, officiellement, l'Iran n'a jamais reconnu avoir un programme militaire pour l'arme atomique. Le renseignement américain, en particulier Tulsi Gabbard, la chef du renseignement américain, a estimé il y a quelques mois dans un rapport qui est la combinaison de tous les services de renseignement américains et en particulier la CIA, que l'Iran n'était pas à la veille d'obtenir une bombe atomique. Voilà. Maintenant, on peut toujours avoir des surprises, tout est possible. En tout cas, on peut dire que Israël a attaqué, l'Iran ne possède pas encore la bombe, et les négociations entre les Américains et les Iraniens n'étaient pas terminées. L'opinion publique en Iran comme en Israël joue-t-elle un rôle ? Et les sociétés civiles peuvent-elles encore influer sur l'issue ou l'ampleur de cette guerre, d'après vous ? Très importante question. Israël, on sait, petit nombre d'individus, société qui est en survie depuis son existence, qui veut pouvoir justement se pérenniser son existence avec une menace qui a toujours été autour, avec une immensité une multitude de pays arabes plus ou moins hostiles. Aujourd'hui, vous avez des pays arabes qui travaillent pour Israël, y compris dans ce conflit, qui autorisent leur espace aérien à être utilisé par les avions israéliens, qui interdisent à l'Iran d'utiliser leur espace aérien. C'est quand même assez hallucinant de voir que Ahmed al-Shara, le nouveau président de la Syrie, interdit à l'Iran d'utiliser son espace aérien pour aller frapper Israël. Vous avez quand même quelqu'un qui a été djihadiste, théoriquement, pour qui Israël c'est les ennemis, qui là, pour se faire bien voir et se faire, on va dire, asseoir son pouvoir, qui est pas complètement assis, justement, il a quand même échappé à 3 tentatives d'assassinat depuis qu'il est sur le trône à Damas.
préfère jouer la carte de la pacification avec Israël. Pour la question des opinions publiques, oui, l'opinion publique iranienne a une importance, oui, l'opinion publique israélienne a une importance énorme, il y a aussi une énorme fatigue dans la société israélienne d'être en guerre depuis le 7 octobre, une guerre considérée comme légitime au départ, et puis qui, au fur et à mesure qu'elle s'attaque, qu'elle, on va dire, écrase Gaza sous des bombes, qu'elle s'attaque au sud Liban, et que maintenant elle s'attaque à l'Iran avec la partie Houthi aussi en mer Rouge, qui est pas du fait d'Israël à chaque fois. Hein. Les Houthis agistes ont montré qu'ils étaient capables d'envoyer des missiles balistiques sur l'aéroport Ben Gourion à Tel Aviv. Là aussi, on est face à un ennemi bien moindre en d'importance que l'Iran, mais qui utilise les mêmes tactiques. Voilà. Donc vous avez entendu 3 experts. On peut dire certainement que Régis Le Sommier est un expert, que Édouard Husson est un expert, et Georges Kuzmanovic, il est vraiment expert pour un politicien à la base. Hein. Il a quand même été à la LFI, etc. C'est un type considéré de gauche, qui s'occupe de politique, qui est un parti politique en France. J'avais déjà cité des extraits de ces interviews, de ces émissions, dans le cadre du conflit israélo-palestinien. Et encore une fois, je trouve ces analyses excellentes, et je suis donc très content de reprendre des extraits de ces propos pour enrichir ma vidéo. Voilà. Donc, concrètement, soyons honnêtes, on ne peut pas faire grand-chose, mais je vous invite, ce n'est que dans l'intérêt global, même si ça n'a pas un grand impact, hein, il faut être honnête, je vous invite à essayer de ne pas être manichéen. La politique israélienne est mauvaise, pour le moment, à cause de Netanyahou et de certains de ses alliés. Et Netanyahou, s'il a envoyé cette salve de bombardement sur l'Iran le 13 juin, il y a 3 raisons. La raison officielle, c'est empêcher l'Iran de développer le nucléaire, mais c'est un prétexte. Si l'Iran voulait le nucléaire, elle l'aurait depuis longtemps. Et plus l'Iran se fait attaquer, plus il y aura des raisons d'aller vers le nucléaire. Donc c'est une excuse très mauvaise. Mais les vraies raisons, c'est que d'une part, tant qu'Israël est en guerre, il n'y a pas d'élection, et Netanyahou reste au pouvoir. Le jour où il perd le pouvoir, il va se retrouver dans les tribunaux et vraisemblablement en prison. Il y a des faits de corruption contre lui très bien documentés. Donc il fait tout pour rester au pouvoir. Et il ne voulait absolument pas qu'il y ait des négociations qui réussissent entre l'Iran et les États-Unis, des négociations qui étaient en cours. Il y avait d'ailleurs une rencontre prévue de mémoire à Oman ou au Qatar, et il a voulu les saboter. Donc ça, ce sont les vraies raisons. Donc Israël a attaqué l'Iran sans provocation de la part de l'Iran, et donc c'est une agression, c'est inacceptable. Est-ce que dire ça, c'est soutenir le régime iranien et les mollahs? Certainement pas. Je suis le premier à dénoncer ce genre de régime. J'ai même très souvent des remarques sur les réseaux sociaux où on m'accuse d'islamophobie. Je ne défends pas les régimes islamiques de façon générale, certainement pas l'Iran, certainement pas le régime des mollahs, mais quand un pays est souverain, s'occupe de ses affaires et n'agresse pas les autres pays, eh bien, il n'a pas à se faire attaquer. Et ça, je pense, dans tous les cas. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais l'Iran, dans le passé, a soutenu des terroristes. Oui, mais Israël aussi. Et sans doute plus, parce qu'on sait que maintenant, ça a été dévoilé dans la presse israélienne. Oui, Israël a soutenu Al-Qaïda et Daesh en Syrie. C'est confirmé. Donc, est-ce que l'Iran a fait de telles choses? L'État islamique a attaqué l'Iran. Donc, il ne faut pas non plus faire des amalgames. J'aimerais bien que le régime iranien chute et qu'on ait vers plus de démocratie, plus de liberté, notamment pour les femmes. Évidemment. Est-ce que le régime va chuter parce qu'Israël attaque? Évidemment, on n'est jamais à 100% certain. Mais pour l'instant, chaque fois qu'un pays se fait attaquer dans le but de changer de régime, soit on arrive à une situation catastrophique comme en Libye, en Syrie, en Irak, soit le peuple se resserre autour du pouvoir pour défendre son pays, parce que même s'il n'a pas le pouvoir, il trouve ça inadmissible que des étrangers s'ingèrent militairement dans des affaires intérieures. Donc, selon moi, l'attaque israélienne est totalement négative et inacceptable, mais je précise, non et non et non, je ne soutiens pas les mollahs, je ne soutiens pas la charia, je ne soutiens pas les républiques islamiques. J'espère que ceci est très clair. Je vais faire d'autres vidéos, vous l'avez compris. Je suis encore très occupé, il y a encore beaucoup de mouvements ici, c'est pas encore la stabilité que je souhaitais. Il y a des changements qui se pointent encore, probablement. Je vous en dirai plus dans d'autres vidéos. Ici, ce n'est pas du tout le sujet.
J'ai plus publié de vidéos depuis des semaines, c'est pour ça que je rajoute cette petite information ici sur la fin. Je vais essayer, là j'ai 4-5 vidéos en gestation, ça pourrait aller très vite, tout dépend d'Internet, des tâches qui me sont demandées ici, des visites qu'on reçoit qui parfois me prennent des heures, etc., etc. Donc je vous salue tous, je vous remercie, je remercie les personnes qui me font encore des dons, j'en ai vraiment besoin, la situation est loin d'être facile, il y en a récemment qui m'ont encore fait des dons, donc je les remercie, et je vous encourage à faire pareil, si vous avez envie de m'encourager à continuer à partager mes informations, mes analyses, mes cours en vidéo, gratuitement, pour toutes et tous. À très bientôt.